Bonsoir à toutes et à tous, bienvenue dans cette nouvelle édition. On commence tout de suite par les faits divers où 4 personnes issues d'une même famille ont trouvé la mort dans un glissement de terrain survenu dans la nuit dans le Fouktan d'Ambi, commune de Souavna, district d'Atimjan. Il s'agit d'un couple et de leurs 2 fils. Le drame s'est produit vers 23 h à la suite des fortes pluies qui se sont succédées ces derniers jours. L'effondrement d'un mur qui s'est abattu sur la maison a été la cause du décès des 4 membres de la famille. Bien que les Foukoundouln aient tenté de leur porter secours, il n'a pas été possible de les sauver. Et puis, un homme âgé de 27 ans a été retrouvé noyé dans la rivière Tchouzn, à l'ouest de la localité de Souavna Est, dans le district de Nousvark hier. Selon les explications de l'épouse de la victime, ils étaient tous les 3 en train de se baigner ensemble dans la rivière. Le père de famille a été emporté par l'eau et n'est plus réapparu. Après les recherches menées avec les habitants, le corps sans vie a été retrouvé non loin de l'endroit où il avait coulé. Aucune blessure n'a été constatée sur son corps et le médecin a confirmé que cet homme est mort par noyade. En économie, la réception des demandes d'autorisation d'exportation de girofle pour les opérateurs souhaitant se lancer dans le secteur durant la campagne 2025-2026 a été reportée au 31 décembre. Les agréments déjà délivrés restent toutefois valables jusqu'à la publication de la liste officielle des bénéficiaires pour la campagne 2025-2026. Selon les chiffres du ministère du Commerce et de la Consommation, 36 nouvelles demandes ont été déposées par des opérateurs souhaitant exporter du girofle pour la campagne 2025-2026. Parmi celles-ci, 25 ont déjà obtenu une autorisation. Les 11 opérateurs restants devront corriger leur dossier s'ils souhaitent toujours accéder à la filière export. Alors que la date limite de dépôt des demandes d'autorisation avait initialement été fixée au 30 novembre, celle-ci a finalement été repoussée au 31 décembre, soit un délai supplémentaire de 1 mois. Les opérateurs qui ont déjà obtenu une approbation disposent quant à eux de 15 jours pour retirer leur certificat d'agrément auprès du ministère du Commerce selon les explications. Les certificats d'agrément 2024-2025 restent toujours valables en attendant la publication de la liste officielle pour la prochaine campagne. Concernant la filière girofle, Madagascar a enregistré une baisse de 35,5% de ses exportations sur le marché international en 2024. Cette diminution serait liée à la baisse de la production, mais aussi à une chute de 6,5% du prix du girofle à l'international. Alors que le kilo se vendait auparavant entre 7 et 8 dollars, il est descendu à 6 dollars en 2024. La baisse de la demande mondiale ainsi que les effets du changement climatique sont également évoqués comme facteurs explicatifs. Pourtant, entre 2020 et 2022, la production avait connu une forte hausse de 16 000 tonnes en 2020, contre plus de 34 000 tonnes en 2022, générant des recettes de 224 millions de dollars. On compte environ 18 000 producteurs de girofle à travers le pays, sur une superficie totale de 70 000 hectares. La région d'Analandsrouf concentre à elle seule 90% de la production nationale. L'octroi des permis d'exploitation des ressources minières demeure suspendu pour le moment, selon la confirmation du Conseil des ministres tenu hier. Le ministère des Mines et des Ressources stratégiques a déclaré qu'une amélioration de toutes les procédures et réglementations est nécessaire avant de pouvoir aller de l'avant. A rappelé toutefois que ces améliorations avaient déjà été initiées sous le précédent régime, avec notamment le début de l'assainissement du cadastre minier. L'ancienne administration avait également commencé à délivrer des permis destinés aux petits exploitants et des permis de recherche. Les détails. Les demandes des opérateurs souhaitant intervenir dans le secteur de l'exploitation minière restent encore sans réponse jusqu'à ce jour, malgré les régimes successifs. Depuis 2010, en effet, l'octroi de permis d'exploitation et de recherche minière a été suspendu et les permis d'exploitation PE n'ont toujours pas été rétablis à ce jour. À partir de 2018, de nombreux efforts ont pourtant été entrepris pour rétablir ces autorisations. Et c'est en 2025 que les premiers permis de recherche, PR, ainsi que les permis destinés aux petits exploitants, PREA, ont commencé à être délivrés.
Les permis d'exploitation, eux, restent en attente de finalisation de toutes les réformes nécessaires selon le ministère des Mines et des Ressources stratégiques. Il est à noter que, bien gérées, les ressources minières contribuent fortement à l'augmentation du PIB national et au renforcement de nos exportations. Il devient donc urgent de résoudre les difficultés rencontrées par les opérateurs. Donner la parole aux jeunes pour leur permettre d'exprimer leurs idées afin de contribuer au développement du pays. Ils sont déjà nombreux à vouloir apporter leur pierre à l'édifice, comme l'a montré l'atelier organisé aujourd'hui par le PNUD et la Banque mondiale à l'UCM Ambatrouk. L'objectif est de permettre aux jeunes de ne pas rester de simples observateurs, mais de participer activement au développement du pays. Après Tuliar et Fianarantsoa, c'est aujourd'hui à Antananarivo que les jeunes ont eu l'occasion de présenter leurs idées et d'échanger avec des professionnels déjà présents dans le monde du travail. Il est important d'avoir pu créer un espace de dialogue entre les jeunes. Le développement reste flou pour beaucoup de jeunes et la vision diffère de celle des adultes selon les explications. Les jeunes ont de bonnes idées pour contribuer au développement du pays, selon ce qui est ressorti de cet atelier organisé aujourd'hui par le PNUD et la Banque mondiale à l'Université catholique de Madagascar. La grève générale des employés du ministère de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique a débuté aujourd'hui après l'expiration du délai de 72 heures qu'ils avaient accordé aux responsables pour résoudre leurs problèmes. D'après les informations recueillies, après la rencontre entre les représentants des employés et ceux du ministère, la suite de la décision ne relève pas plus directement du ministère. Les responsables du ministère de l'Enseignement supérieur indiquent que tous les dossiers liés aux revendications des employés ont déjà été préparés et transmis à la primature. La grève se poursuit toutefois jusqu'à l'obtention d'une réponse jugée équitable, conformément à ce qui a été décidé en fin de réunion. Les employés affirment qu'ils continueront la grève tant qu'aucune décision claire n'aura été prise concernant leurs demandes. En politique, il ne faudrait pas encore engager la refonte complète de la liste électorale, même si le régime actuel est en pleine phase de réforme, a déclaré Thierry Rakoutenarivo. Concernant la mise à jour du code électoral et de la liste électorale, cela dépend entièrement du pouvoir exécutif et des législateurs, selon lui. C'est Ranirland pour plus de détails. La révision et l'amélioration des textes qui encadrent les élections n'est pas une mission de la CENI, mais relève entièrement des autorités compétentes, selon les explications de Thierry Rakoutenarivo, deuxième vice-président du bureau permanent de la CENI. Même si la révision annuelle de la liste électorale a été suspendue, il ne faudrait pas, selon lui, se diriger vers une refonte totale de la liste électorale, normalement réalisée tous les 10 ans. Par ailleurs, la CENI est un organe institué par la Constitution, a-t-il rappelé. Ainsi, pour rester dans la légalité, la CENI ne peut pas être dissoute. Côté sport, un nouveau rendez-vous attend les passionnés de sport de combat ce dimanche au gymnase couvert de Mamassen dans le cadre du combat des disciplines pancrase MMA et kickboxing. 26 combats sont programmés pour cette journée. L'initiative vient de l'association Tamboubé, engagée dans la lutte contre la violence et qui s'oriente désormais vers le sport pour atteindre ses objectifs. Anzar Razonarville. Les combattants professionnels de pancrase MMA et de kickboxing seront sur le ring ce dimanche 7 décembre dans le cadre de la compétition combat de défi organisée par l'association Tamboubé en partenariat avec les disciplines participantes. Pour le pancrase MMA, ce sont de véritables champions qui vont s'affronter. De même, pour le kickboxing, seuls les athlètes les plus expérimentés et occupant les plus hauts niveaux monteront sur le ring. L'association Tamboubé, connue à l'origine pour ses actions dans le domaine artistique, est à l'origine de cette initiative. Elle accompagne d'ailleurs les jeunes dans le sport depuis quelques années déjà. Et on passe à présent aux actualités internationales. En Guinée, la campagne pour la présidentielle du 28 décembre bat son plein. Les différents candidats tiennent des meetings dans tout le pays pour convaincre les électeurs. France 24.
C'est à Tadene, à environ 100 km de Conakry, que l'Alliance des forces patriotiques, une coalition de soutien à Mamadi Doumbouya, a rassemblé plusieurs centaines de partisans. Sur scène, les responsables de l'Alliance ont rappelé, selon eux, les réalisations de leur candidat Mamadi Doumbouya, arrivé au pouvoir le 5 septembre 2021 à la suite d'un coup d'État contre le régime d'Alpha Condé. Aujourd'hui, ce monsieur a réalisé pour la Guinée tout entière, oui. Notre combat est l'unique combat politique qui consiste à élire notre champion, le bien-aimé candidat Mamadi Doumbouya dès le premier tour. À environ 400 km de là, dans la ville de Labé, le candidat du Parti pour le renouveau et le progrès a lui aussi rassemblé ses militants. Dans son discours, il a mis en avant un programme axé sur la réconciliation des Guinéens. Nous allons tout mettre en œuvre pour que, enfin, les Guinéens puissent se réconcilier entre eux. Nous allons faire en sorte que tous les Guinéens se donnent la main pour qu'enfin nous puissions avoir la même vision du développement. Pendant un mois, à travers le pays, les 9 candidats à la présidentielle vont tenter d'imposer leur message et de mobiliser les Guinéens en vue du scrutin du 28 décembre prochain. Et en République démocratique du Congo, les présidents congolais Félix Tshisekedi et rwandais Paul Kagame sont attendus aujourd'hui à Washington pour officialiser l'accord de paix signé en juin dernier entre les deux pays. La signature intervient alors que la tension monte sur le terrain dans les provinces du Nord et du Sud de Kivu. France 24. La rencontre entre Félix Tshisekedi et Paul Kagame a été confirmée par la porte-parole de la Maison-Blanche. Les deux présidents sont attendus à Washington pour entériner l'accord de paix paraphé le 27 juin après des mois de négociations. Alors d'autres présidents sont également annoncés car pour la Maison-Blanche, c'est une signature historique. Le président burundais, kényan ou encore angolais devraient être présents. Alors ici, à Kinshasa, opposition et société civile sont sceptiques car jusque-là, les accords de paix n'ont pas réussi à faire taire les armes dans l'Est congolais. La signature, nous savons qu'elle sera cérémonielle, mais nous observons les faits sur terrain. Les faits sur terrain, c'est que le combat continue. Est-ce que nous attendons quelque chose pour la beauté de l'événement, nous dirons oui. Mais dans les fonds, sur base des faits sur terrain, nous disons très clairement non, nous n'attendons pas grand-chose. Donc après, demain, nous continuerons les efforts pour aboutir à la paix en prenant justement ce dialogue national inclusif. Cet accord de paix comporte deux volets, l'un sur la neutralisation des FDLR et l'autre sur le retrait des troupes rwandaises du sol congolais. Au même moment, le cadre d'intégration économique régionale devrait aussi être signé. En clair, il s'agit de rendre les investissements miniers plus sûrs et plus rentables. Alors sur ce point, le président Tshisekedi a affirmé que les échanges économiques dans la région ne pourraient se faire qu'après le retrait des troupes rwandaises du sol congolais. Mais à la veille de la signature, des affrontements à l'arme lourde ont été signalés dans plusieurs localités de la province du Sud Kivu. Des experts nommés par le ministre de la Santé vaccino-sceptique de Donald Trump, Robert Kennedy Jr., se penchent sur la vaccination des nouveau-nés contre l'hépatite B qu'ils envisagent de reporter contre l'avis de nombre de médecins. France 24. C'est dans ce bâtiment de l'agence sanitaire américaine à Atlanta que le comité va se réunir. La vaccination contre l'hépatite B dès le premier jour de vie d'un nouveau-né est plus que jamais sur la sellette contre l'avis des experts en santé publique. L'hépatite B peut être transmise par une mère infectée à son enfant. Il y a eu des tentatives de dépistage sur des femmes enceintes, mais elles n'ont pas été concluantes et elles ont parfois échoué à détecter l'infection. C'est la raison pour laquelle nous avons cette recommandation depuis des décennies. Mais le groupe est à présent composé de proches de Robert Kennedy Jr. Depuis son entrée au gouvernement dès le début du second mandat Trump, le ministre de la Santé a lancé un réexamen de la sûreté de plusieurs vaccins. Une initiative décriée par la communauté médicale, mais guère surprenante de sa part,
Cet antivax convaincu n'hésite pas à établir sans preuve un lien entre vaccination et autisme et à comparer l'obligation de vaccination contre le Covid-19 avec les mesures anti-juives en Allemagne nazie. Lors de sa prestation de serment, l'ancien démocrate passé chez Trump annonçait déjà la couleur. Nous pouvons faire de la science sans fioriture et sans entrave, plutôt que l'espèce de produit qui sort de nos agences aujourd'hui. 10 mois plus tard, Kennedy a limogé des experts réputés et coupé des financements pour le développement des vaccins. Dans le même temps, le nombre de cas de rougeole a atteint des niveaux jamais vus depuis des décennies à cause d'une vaccination en baisse. Cette édition touche à son terme. Mesdames et messieurs, merci à vous de l'avoir suivi. Au revoir et passez une excellente soirée sur Viva.